Voix de Mire sur René Lévesque. Une série de Jacques Bouchard. Narration Céline Marie Bouchard. Neuvième épisode. Les contacts secrets entre Claude Morin et la GRC, des révélations étonnantes. Le 7 mai 1992, le journaliste Normand Lester de Radio-Canada révèle que Claude Morin a été un informateur de la GRC pendant les années 70, avant et pendant ces années comme ministre dans le gouvernement péquiste. René Lévesque le savait depuis l'automne 81. Lorraine Lagacé, alors conseillère en communication à la direction du Bureau du Québec à Ottawa, le lui avait appris. C'est Claude Morin lui-même qui l'avait avoué à la conseillère quelques semaines plus tôt. Lorraine Lagacé et Claude Morin racontent. J'étais à peu près comme la petite chèvre de M. Séguin. Et au matin, le loup l'a mangé. J'étais évidemment très identifiée, très. J'avais sur la porte de mon bureau, c'était Bureau du Québec, dans l'édifice de la presse. À ma droite, c'était le service de communication de l'ambassade américaine. Évidemment, on ne parle pas d'espionnage, mais c'est la même chose qu'une ambassade. C'est-à-dire qu'on envoie de l'information à son gouvernement sur ce qui s'en vient. Un journaliste de Télémétropole, il m'appelait la Matahari des pauvres parce que j'avais rien. J'avais à peine un téléphone. Et puis, les deux machines ne sont pas de même force. La machine à Ottawa, elle est au moins 10 fois ce qu'il y a à Québec, en termes de ressources de toutes sortes. Les journalistes qui m'examinaient avec beaucoup d'intérêt, mais la presse anglophone aussi, se souviennent tous de moi parce que je vous l'ai dit, j'étais comme la chef de M. Séguin, attachée au piquet. On disait, elle représente le Québec, elle vient chercher nos secrets, ou en tout cas, elle cherche à en savoir, c'est sûr. D'ailleurs, je recevais de temps en temps des enveloppes brunes, moi aussi, comme bien des ministres en reçoivent et bien des journalistes en reçoivent, des enveloppes brunes qui contenaient des documents du gouvernement très chauds. Par exemple, le rapport Kirby, qui disait toute la stratégie du gouvernement face aux provinces dans sa négociation, que je me suis empressée de transmettre à Québec. Un document qu'on a distribué à toutes les provinces au mois de septembre 80, qui, une fois distribué à toutes les provinces, a finalement été coulé dans les journaux et a contribué à l'échec de la conférence constitutionnelle de septembre 80, donc 4 mois après le référendum, parce que toutes les autres provinces ont compris la stratégie fédérale, elles étaient en train, fin utile, de se faire avoir comme le Québec. Et ça, les fédéraux l'ont mal pris. Et là, j'ai averti Mme Lagacé que je soupçonnais, je n'avais pas de preuves, mais je soupçonnais qu'elle serait peut-être l'objet de vérification et de surveillance, de faire très attention. Et ça m'a été confirmé par la suite par un ami que je connaissais qui était très près des milieux fédéraux, que j'avais connu il y a des années, et qui était un ancien fonctionnaire fédéral, et qui me dit, il est possible qu'en vertu de la loi des secrets officiels, il y ait des poursuites de fait, mais ça ne sera pas évidemment contre M. Lévesque, qui n'est pas ministre, ni contre toi parce que tu es ministre, mais ça risque d'être contre Lorraine Lagacé parce qu'elle est plus facile à attraper, puis ça ne causera pas le problème politique que ça causerait si c'était Lévesque ou toi. Et là, je l'ai averti. J'ai été obligé, pour l'avertir, de faire attention, de lui expliquer que je tenais ces renseignements-là, c'est-à-dire je les déduisais de contacts que j'avais eus pour protéger le Québec avec des gens qui appartenaient au service secret. Je n'ai pas donné de détails plus abondants que ça. Claude Morin avoue à Lorraine Lagacé ses activités avec la GRC. Pourquoi? À ce moment-là, il y avait la commission McDonald qui faisait enquête sur les activités de la GRC au Québec. Le rapport est déposé, je pense que c'était au mois d'août 81. Moi, j'avais demandé au bureau du solliciteur général qui sortait le rapport de m'en envoyer une copie en même temps que les journalistes. On m'a envoyé ça, puis il y avait des pages qui étaient soulignées avec un feutre jaune, et c'était des pages qui racontaient que le Parti québécois était infiltré au plus haut niveau par une source qui s'appelait M, et là, il y avait des pages blanches. Moi, je dis tout ça à Claude Morin. J'ai dit, il y a une source, puis qui va la trouver sinon toi et moi? Qui? Ouais, il dit, ouais, tout ça. Mais il dit, faut pas trop, il dit ça, c'est pas très important. Là. Il dit, tu sais même pas qui t'a envoyé ça. Puis ça, tu sais, il minimisait toujours d'ailleurs. Mais
Là, il s'aperçoit que moi, je continue à avoir des rapports de tout genre. Puis il y a un journaliste qui me dit, bien, il y a un gars de la GRC qui vit dans le même immeuble que toi, puis il a un poste assez élevé dans le service secret. Il s'appelait Gagnon, Jean-Louis Gagnon. Alors, moi, je dis, je le connais pas. Bien, il dit, je pense bien que tu peux le rencontrer aux assemblées de la communauté, parce que c'était des condos. Mais je ne sais pas si je l'ai rencontré ou non. J'ai aucun visage à mettre sur ce nom-là. Moi, je dis ça à Claude Morin aussi. Et lui, évidemment, sa lumière s'allume. Il dit, elle a des sources au bureau de solliciteur général qui lui soulignent le rapport. Jean-Louis Gagnon, c'est mon ancien contrôleur, donc elle sait tout ou elle est sur le point de le savoir. Ça se peut pas autrement, là. Elle a trop d'éléments, alors il décide de me le dire. Il me fait venir à Québec. Il dit, j'ai quelque chose à faut que je te dise. On est en septembre 81, il fait froid, on sort de l'hôtel Concorde, on marche sur le trottoir parce qu'il voulait être sûr de ne pas être enregistré. Et là, il me dit, cherche pas la source, c'est moi. Moi, je suis restée plantée sur le trottoir, j'ai plié en deux tellement ça m'a fait mal à l'estomac. J'ai dit, écoute, est-ce que M. Lévesque, c'est ça? Il dit, ben non. Là, il dit, va pas dire ça à M. Lévesque, là. Il faut bien comprendre que j'aurais adoré qu'on organise une opération, que je ne sois pas seul là-dedans. Mais je savais qu'en organisant une opération dans le PQ de 1974, elle durerait confidentiellement exactement une grosse semaine. J'y ai pensé, pendant longtemps, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai voulu en parler à l'évêque à un moment donné, j'ai même pris des rendez-vous qu'il n'a pas respectés. Et un jour, j'y avais donné des choses confidentielles sur un sondage, en disant, vous n'en parlez à personne. Il en a parlé au Conseil national du PQ. Là, j'ai dit, bon, c'est fini. Alors, quand j'en ai parlé à Marc-André Bédard, on a été d'accord de ne pas le dire à M. Lévesque parce qu'il pouvait s'échapper. C'est une de ses qualités et défauts. Et lui, il ne croyait pas à ces affaires-là. Quelques semaines plus tard, Lorraine Lagacé s'entretient avec René Lévesque à son bureau montréalais, dans l'édifice d'Hydro-Québec. La suite de cette histoire avec Lorraine Lagacé, Jean-Roch Boivin, Claude Morin et Marc-André Bédard. J'ai dit, Monsieur Lévesque, puis je voulais qu'il n'y ait personne, je voulais pas que Jean-Roch Boivin soit avec nous. J'ai dit, Monsieur Lévesque, Claude Morin prend de l'argent de la GRC, il est sur le payroll de la GRC. Il dit, expliquez-moi ça, êtes-vous sûr de ça? Bon, puis là, je lui dis tout ce que je sais. Et là, il a fait comme un mini-infarctus, c'est-à-dire qu'il est devenu très pâle. Il m'a demandé d'aller à la salle de toilette. J'ai dit, voulez-vous que je vous mette de l'eau dans le visage? Il est allé, puis il s'en est mis lui-même, puis il est revenu très, très pâle. Il a détaché sa cravate. J'ai eu l'impression que je lui portais un coup terrible. Tout d'un coup, la porte s'ouvre. M. Lévesque me demande d'aller dans le bureau, en présence de Mme Lagacé. Il me dit... M. Boivin, Mme Lagacé vient de me dire telle chose. Étiez-vous au courant? J'ai dit, si Mme Lagacé veut bien sortir, je vais vous répondre. Alors, Mme Lagacé est sortie du bureau. Là, j'ai dit à M. Lévesque que j'étais au courant depuis 1 an. Quand j'ai dit, oui, c'est vrai, le visage de M. Lévesque, sa peau est devenue grise. Comme de la cendre de poêle, là. Et puis, moi, je suis repartie. Il me dit, avez-vous un enregistrement, quelque chose? J'ai dit non. Par la suite, Michel Carpentier, que je connaissais bien, en qui j'avais confiance, m'a dit, écoute, enregistre le don, parce que ça va permettre à M. Lévesque d'agir plus vite. Alors, je l'ai enregistré le 18 novembre dans une chambre d'hôtel au Concorde. Là, oui, c'était un piège. Je venais avec un appareil pour enregistrer qui était en dessous de mon veston, en dessous de mon épaule. Je l'ai enregistré et j'essayais de lui faire dire combien d'argent il prenait, tout ça. Et quand je lui disais, ben écoute, tu vaux bien plus cher que Carole Deveau, voyons. Ah, il disait, parle pas de ça. Puis, j'ai fait ça pour vous aider. Arrête donc de me tanner avec ça. Puis, alors, il l'affirme, le confirme. Cette cassette, peut-être qu'elle pourrait être rendue publique, démontre clairement la motivation que j'avais et je suis très content qu'elle existe. Mais cette cassette, moi, j'en ai fait des copies. Une pour René Lévesque, une pour moi, puis une autre au cas où. J'en ai plus une seule. Celle de René Lévesque, c'était Marc-André Bédard qui l'a prise comme ministre de la Justice ou solliciteur. Et puis les 2 autres m'ont été volées. La base de ma décision a toujours été la profonde conviction de ce que M. Morin avait été un homme fidèle aux intérêts du Québec dans la défense des droits du Québec. Maintenant, qu'il y ait eu présomption de sa part,
erreur humaine, c'est une chose. Mais ce qui est fondamental, et ce qui a toujours été fondamental pour moi, c'est la bonne foi de l'individu qui n'a jamais été mis en doute en ce qui me regarde. Quand M. Lévesque m'a interrogé là-dessus, j'ai eu l'occasion de lui dire ce qu'il en était. Et comme vous le savez, je continuais d'assumer les postes de responsabilité que j'avais à ce moment-là. M. Lévesque a été très troublé par ça, parce qu'il trouvait que c'était d'une naïveté incroyable. Il ne pouvait pas s'imaginer d'être naïf comme ça. Mais M. Lévesque n'a jamais cru que M. Morin avait trahi le gouvernement du Québec. Le journaliste Marc Laurando a suivi les travaux des commissions d'enquête Keble et MacDonald sur les activités policières. En réalité, Claude Morin s'est laissé entraîner là-dedans par glissement. C'est-à-dire qu'à l'époque où il était haut fonctionnaire, c'est à lui qu'il fallait passer les messages pour dire « il y a des étrangers qui vont vous contacter, méfiez-vous » ou « pourriez-vous nous dire ce qu'ils font? Nous, on va vous renseigner sur ces étrangers-là, etc. » Et en tant que haut fonctionnaire, pendant toute la période où il a rencontré M. Parent, c'était normal de le faire. Techniquement, là, toute cette partie-là est correcte. Là où ça se gâte, c'est quand Parent quitte le dossier et qu'il y a un second. Là, on ne se parlait plus de haut responsable à haut responsable. On se parlait de source contrôlée à contrôleur. Mais à partir du moment où il devenait une source contrôlée, rétribuée, filmée, c'est Cobb, un des opérateurs dans l'affaire Bricole, un de ceux qui fabriquait des faux communiqués pendant la crise d'octobre, à la suite de la crise d'octobre, des faux communiqués pour la prolonger artificiellement, Donald Cobb, c'était pas, là, du point de vue des droits fondamentaux, tout à fait un ange. Lui dit, Morin, c'est une erreur fatale pour lui d'avoir accepté de l'argent. À partir du moment où il en avait fait, moi, j'étais obligé de le filmer. C'est lui qui ordonne de le filmer. J'étais obligé de le filmer et d'avoir une preuve contre lui. L'un des plus proches conseillers de René Lévesque, Michel Carpentier, en novembre 87. René Lévesque a peut-être démissionné, entre guillemets, non pas en 1985, mais mon opinion personnelle, pour l'avoir côtoyé quotidiennement, c'est peut-être qu'il a démissionné un peu au lendemain de 1980 du référendum et beaucoup au lendemain des négociations constitutionnelles. Je n'ai plus senti ce Lévesque qui avait le goût de se promener à travers le Québec après 1981. La plupart des proches de René Lévesque confirment que la principale cassure dans sa carrière politique a été l'échec, en novembre 81, de la stratégie québécoise dans les négociations constitutionnelles avec Ottawa et les autres provinces. Le sociologue Michel Lemieux a travaillé dans l'entourage de René Lévesque de 1969 à 85. Je pense que M. Lévesque l'a vécu dramatiquement personnellement parce qu'il était le premier ministre d'un gouvernement québécois et en plus un premier ministre souverainiste à présider un recul de ce type-là. Donc, en soi, c'était dramatique pour lui. Dans l'entourage, ça a été perçu vraiment comme une défaite personnelle, un manque de jugement de M. Lévesque. Moi, je ne veux pas nécessairement jusque-là, mais l'ampleur de la chose sur le plan personnel ne peut pas être niée. Moi, c'est l'événement le plus profond que j'ai vu là, dans ces années-là, qui a affecté M. Lévesque, qui a affecté sa crédibilité par rapport à ses compagnons d'armes. M. Lévesque peut se tromper, et il s'est trompé, et sur quelque chose de majeur comme l'avenir du Québec. Puis M. Lévesque était assez fin politicien pour le savoir aussi. Au-delà de toutes les justifications qu'on peut donner, la réalité, c'était ça. Je pense que ça a été le tournant psychologique énorme pour lui, dans ses relations avec les ministres, avec les ténors qui l'avaient accompagné depuis le début des années 68-69. En avril 81, 8 provinces, dont le Québec, forment un front commun pour s'opposer au projet du premier ministre Trudeau de rapatrier la Constitution et d'y ajouter une charte des droits. En joignant le front commun, René Lévesque accepte de laisser tomber le droit de veto du Québec en échange d'un droit de retrait avec compensation. Ce front commun s'effondre dans la nuit du 4 au 5 novembre 81 à Ottawa. Pierre Trudeau en 94, Jacques Parizeau et Claude Ryan. La nuit des longs couteaux est une pure invention des politiciens péquistes et des journalistes qui les ont gobés, parce que c'est pas les anglophones qui ont poignardé le Québec, c'est le Québec qui a détruit la tactique que lui-même leur avait vendue.
Quand on suit ça, la nuit des longs couteaux, là, je comprends que la thèse officielle voudrait qu'aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Mais ça a existé. Il y a deux versions, puis les acteurs eux-mêmes sont en désaccord sur l'interprétation à donner des événements. Il y aura peut-être éventuellement un historien qui arrivera à une conclusion qui sera reçue comme orthodoxe pendant 10-15 ans. Le téléjournal de Radio-Canada, le mercredi 4 novembre 1981. Il y a une alliance Québec-Canada qui est en train de se développer autour de la possibilité, une proposition que j'ai faite sur la table, que nous essayions pendant 2 ans d'améliorer la charte. Si nous réussissons, tant mieux. Si nous ne réussissons pas, nous allions à la population canadienne et nous leur disions, voulez-vous une charte, oui ou non? Ce midi, René Lévesque n'avait pas donné de réponse formelle au compromis proposé par M. Trudeau, mais sa première réaction avait été « on ne peut plus positive ». Ça nous paraît, à tout le moins, une façon respectable, ça aussi, et extraordinairement intéressante à première vue, de sortir de cet imbroglio. En début de soirée, la perception de M. Lévesque était cependant tout autre. Ce que M. Trudeau a dit ce matin était très, très simple. Ce qui nous a sorti après comme explication, ça devenait de moins en moins simple. Et quand on a eu le papier, c'est devenu très, très compliqué. Et même quelque peu curieux et inquiétant. La conférence constitutionnelle de novembre 81 à Ottawa, vue par Pierre Trudeau dans des extraits de ses mémoires télévisés en 1994, Claude Morin, Graham Fraser, Jacques Parizeau, Michel Roy et Claude Charron. Évidemment, le diable était aux vaches. Je suis sorti de là en disant aux journalistes, il y a eu une alliance Québec-Ottawa et tout va très bien aller, vous allez voir. Mais eux, les premiers ministres, les 7 autres, étaient en beau maudit, évidemment, parce qu'ils avaient fait un pacte de jamais briser la bande des 8. Ils étaient d'autant plus forts que la Cour suprême disait qu'il fallait un nombre substantiel de provinces. Et voici que l'évêque leur faisait dans les mains. Il est impensable que, à cause du doute qui aurait duré de midi à 2 heures, que le Front commun serait... Alors que l'évêque, à 2h15 de l'après-midi ou 2h30, dit « ça marche plus ». Déjà, il retire ce qu'il venait de dire le matin. Ça ne tient pas. L'évêque est revenu l'après-midi un peu penaud en disant « j'ai vu le texte maintenant, puis c'était une affaire compliquée ». C'était pas si compliqué que ça. C'est comme je vous l'ai expliqué. Il y aura un rapatriement, puis un référendum sur 2 questions. Je dis pas que le texte qui avait été fait un peu à la hâte était extrêmement limpide, mais l'idée était parfaitement claire. Simplement, l'évêque s'est aperçu qu'il avait tombé dans un traquenard et qu'il avait brisé la solidarité des 8. Un des mythes autour de M. Lévesque, c'était qu'il était un bon négociateur. Il s'est trouvé dans le piège d'avoir commencé une négociation avec son dernier offre sur la table, avec aucun marge de manœuvre. On peut dire qu'il s'est fait avoir par Pierre Trudeau, mais que Trudeau a mieux pensé, ou les conseillers de Trudeau ont stratégiquement mieux joué la situation. L'entente s'est faite sur le dos de l'évêque et qu'on ne porte pas un mot sur le référendum. Que la question du référendum a fait comprendre à certains que l'évêque faiblissait. Ah oui, ça peut-être. Mais ça n'explique pas que quelqu'un avec qui on parlait, avec qui on discutait jusque-là, tout à coup, au moment de la décision, on ne lui parle plus. Ça, là. Et l'évêque ne l'a jamais accepté. Il en a toujours voulu, je le comprends. Maintenant, si vous me parlez d'autre part de questions de stratégie, enfin, il y avait des choses qui se sont produites pendant ces journées-là et qui me paraissent avoir été des fautes stratégiques importantes et qui ne relèvent pas de l'évêque, là, qui relèvent de son entourage. Il y a des documents qui lui ont été montrés qui manifestement avaient été plantés par le fédéral pour faire en sorte que la délégation québécoise parte sur une tangente. Ça, je ne reviens pas là-dessus. J'espère qu'un jour, ça sera expliqué. Mais... Nous savions que des entretiens plus ou moins secrets se poursuivaient dans les immeubles du Parlement à l'autre côté ou au Château Laurier.
Et nous avons vu apparaître Claude Morin et d'autres vedettes du Parti québécois venus dîner dans le restaurant-là. Alors, quelques journalistes, parmi lesquels je me trouvais, ont dit à Morin, mais dis donc, il semble qu'il y a des conciliabules là-bas, vous êtes en train de perdre un peu le terrain, comment pouvez-vous venir dîner en paix comme ça? Et puis, Morin dit, mais non, il n'y a rien, ça va, tout est bien. Ça faisait 1 an et demi que nous, on logeait à l'hôtel où tout le monde savait où on est, il y avait même nos listes de noms avec les chambres, que telle délégation logeait à tel autre hôtel. C'est pas vrai que tout le monde était au Château-Laurier, pas du tout. Tout le monde était réparti. On a un cahier avec les noms de tout le monde. Et ils nous ont toujours rejoints. Tout le temps, pendant 1 an et demi. S'ils voulaient nous parler, c'était facile. D'ailleurs, ils nous ont même appelés pour dire qu'il y avait une réunion le lendemain matin, mais sans nous parler de discussion le soir. Le matin du 5 novembre 81, à la télévision de Radio-Canada. On nous apprend que le Québec serait effectivement la province dissidente, la seule qui ne donnerait pas son accord à cette entente que viennent de conclure 10 gouvernements, 9 provinces et le gouvernement fédéral. Quand on a ajourné hier, tout le monde s'est entendu pour être à portée de téléphone, mais normalement pour que la nuit porte conseil. Une réunion a été convoquée des 8 pour ce matin. Je suis allé les rencontrer au Château-Laurier, les 7 autres, et c'est à ce moment-là qu'on m'a mis sous le nez le fait qu'on venait de déchirer, qu'on s'était entendu, qu'on s'entendait à 7 pour déchirer l'accord qui avait été signé solennellement par tout le monde. On m'a raconté brièvement ce que l'évêque avait trouvé sous son assiette au petit déjeuner, le deal de la nuit, etc. Et il avait donné ordre aux fonctionnaires de rentrer à la maison, de convoquer l'avion gouvernemental, puis on s'en allait à Québec. Et Louis Bernard m'a demandé d'aller lui dire que c'était une mauvaise idée. Alors, je suis donc monté au 5e étage de la gare Union pour aller lui parler. J'ai fait sortir Claude Morin parce qu'on ne pouvait être qu'un ministre à la fois quand c'était à huis clos. Claude me dit, es-tu au courant? J'ai dit, oui, je suis au courant. Et je voyais tout de suite l'ampleur de la défaite. On n'avait plus de marge de manœuvre pour jouer. J'ai été m'asseoir derrière M. l'évêque, puis il était furieux. Il était assis enfoncé dans son fauteuil, puis furieux. Il dit, êtes-vous au courant de la cochonnerie? Puis Trudeau était à 2 pas. Et Trudeau a tout compris, évidemment. J'ai dit, oui, je suis au courant de la cochonnerie. J'ai dit, il faudrait que je vous parle 1 minute. On s'en ira pas à Québec aujourd'hui. On va aller à la conclusion publique télévisée cet après-midi, puis vous allez parler aux Québécois, puis vous allez leur dire pourquoi on refuse ce deal-là. Puis là, il m'a regardé, puis il dit, êtes-vous sûr? Je suis sûr que c'est ça qu'on va faire. Mais il a écouté mon conseil. Et dans l'après-midi, quand il s'est adressé à la caméra, il a dit « You made it the Canadian way ». C'est là qu'est sorti son expression. Et c'est tout ce qu'il nous restait à faire. C'était une défaite immense, immense. Beaucoup de gens, à commencer par M. Trudeau, ont eu à la bouche le mot « peuple québécois » et la reconnaissance de cette dualité fondamentale qui constitue historiquement le Canada. Ça a été des paroles en bouche. Mais on vient de finir en ignorant la dualité, c'est-à-dire the Canadian way, hélas, traditionnelle. On vient de finir en trouvant une solution qui ignore cette dualité et qui, à ce point de vue-là, aura des conséquences que je ne peux pas évaluer. Mais une chose certaine, c'est que à la réflexion, certains de mes collègues qui se sont amusés comme des petits fous à l'occasion de la dernière rencontre auront peut-être un jour à se dire que c'était pas si drôle que ça. Parmi ceux qui sont présents à l'aéroport de l'Ancienne-Lorette, au retour de René Lévesque, en fin de journée le 5 novembre 81, Pierre-Marc Johnson et Pierre Marois. Je l'ai vu d'ailleurs le soir de son retour d'Ottawa, quand il y avait littéralement des milliers de gens qui se rendaient vers l'aéroport de l'Ancienne-Lorette, les klaxons. Je me souviens de l'atmosphère. On accueillait le chef qui avait été maltraité. Il y avait quelque chose d'incroyablement émotif, vrai, authentique dans la réaction des gens. Mais il y avait là un chef battu, qui se sentait battu. Il y avait un général d'armée qui avait perdu une bataille. Peut-être pas en guerre, mais il a perdu une grosse bataille. Puis il le savait, puis il le sentait. Quand il arrive à Québec, il est meurtri, il est blessé.
je sais que c'est à ce moment-là qu'il y a eu comme un ressort qui a cassé chez l'homme. Moi, je demeure convaincu que ce ressort-là qui a cassé, il s'en est jamais remis. Jamais. C'était plus le même homme, après. Au début de décembre 81, le congrès du PQ se déroule dans une atmosphère survoltée et débouche entre autres sur l'abandon de l'association économique. Graham Fraser et Marc Laurando. Après les événements de novembre 81, pendant un mois, M. Lévesque s'est laissé aller avec des discours provocateurs, enflammés, qui a vraiment monté les passions des militants du parti. Arrive le congrès du Parti québécois, congrès plénier qui se tient à Claude Robillard à Montréal. Et là, il continue. Il emploie des termes d'une grossièreté inouïe pour décrire ce qui s'était passé à la conférence fédérale provinciale. Il chauffe ses troupes à blanc et, en même temps, ce qu'il espérait, c'est ça, il y a un paradoxe chez lui à ce moment-là, c'est que son parti soit modéré sur le plan de la stratégie. Ce congrès-là, auquel j'ai assisté, a proposé de supprimer l'association du programme, que l'élection s'emporte par un nombre de sièges et non un nombre de votes. Autrement dit, si on remporte, et ce serait la situation actuelle, si on rapporte une majorité de sièges, on peut enclencher le processus d'indépendance. Ensuite, on enlève des droits aux anglophones sur le plan des écoles. Ça aussi, c'était proposé. C'était un paquet assez difficile à digérer pour M. Lévesque, ça. Il a amené des embardés dans son parti. Et après ça, il a tenté de les maîtriser. Je veux que l'association, avec le reste du Canada, disparaisse du programme. Monsieur le Président, j'ai l'impression de vivre un moment historique. C'est un peu l'enterrement ce soir de l'étapisme. En conséquence, Monsieur le Président, je vais voter contre cette proposition. Je dois dire, Monsieur le Président, René Lévesque, Taillon, je dois dire... Je dois dire que je ne suis pas nécessairement favorable à toute la résolution, si on peut s'exprimer en disant ce qu'on pense. Mais j'ai été impressionné par un monsieur tout à l'heure qui est venu dire avec beaucoup d'insistance « Je veux faire disparaître toute notion d'association ». C'est la première fois qu'on a la chance d'en parler. Je voudrais dire que le parti, je crois, joue sa vie un tout petit peu, au moins pour les quelques mois ou années qui viennent là-dessus. Un opinion favorable? Et pendant que le débat se poursuit sur la nécessité ou non de l'association économique avec le reste du Canada, Jacques Parizeau paraît défier ouvertement le chef en se présentant au micro des contres. La tension monte d'un cran. La suite nous est racontée par Jacques Parizeau, Claude Charron et Marc Laurando. Il y a autour de ça maintenant beaucoup d'anthropologues. Quelle importance, pensez-vous que ça a? En fait, moi, je sais que je me suis vraiment trompé de micro. Qu'on cherche à rationaliser ces affaires-là après, puis à expliquer ça, en un certain sens, ça m'est égal. Comme disent les Anglais, so what? N'oubliez pas, j'ai fait la campagne référendaire de 1980 avec le concept de souveraineté association puis le trade union. Moi aussi, je change. Je suis arrivé à un moment donné, après le référendum de 80, c'est clair qu'on ne voudra, je crois moi qu'il faut arrêter ça. Mais j'accepte volontiers de ne pas donner des crocs en jambes à l'évêque sur un certain nombre de choses. Des fois, je m'échappe. Lui aussi s'échappait. Alors, moi, je suis avec ma délégation à la table de Saint-Jacques, où j'écoute ça. Et là, tout à coup, un bruit dans la salle. Parizeau s'est levé. Parizeau s'en va parler. Et il s'en va au micro des contres. Quand M. Parizeau se présente au micro, il y a une ovation qui fait presque sauter le toit. C'est effrayant. Un des moments dramatiques, comme on en voit peu dans des congrès. On n'a pas pensé immédiatement à dire « Oh, oh, c'est un schisme qui se prépare ».
On s'est dit, oh, cette position un peu plus radicale sur le plan de la souveraineté a des appuis et un appui important. Tout de suite, moi, je me penche pour regarder la table du conseil exécutif, qui était la première à l'avant. Et là, je vois que quelqu'un prévient l'évêque que Parizeau vient de se lever pour y parler. J'ai le spectacle qui me ravit en un instant. C'est que l'évêque recule sa chaise, se croise les bras, sa cigarette évidemment, se croise les bras. On va donc. Ça a été long, l'ovation. Bien long. Il a eu plus d'une bonne minute pour y penser. Et là, dire, oh, je suis après faire éclater le parti, comment je joue ça, là? Il faut que je me sorte de ça. Vincent Dumas, qui est président de l'Assemblée, dit, au micro de ceux qui sont contre, je reconnais M. Parizeau. Les Parizeau dit, c'est le micro des contre ici? C'est vrai que je m'étais trompé de micro parce que je savais très bien à quel point l'évêque tenait sa position. Et que là, quand j'ai vu la foule hurler, là, puis je me suis rendu compte à quel point je pouvais donner un croc en jambe très sérieux, faire trébucher l'évêque. Ben, je m'excuse, ça se fait pas. On ne le fait pas trébucher, on sort, c'est pas d'accord. L'évêque est ébranlé par la radicalisation du parti. Il remet son avenir en jeu et quitte temporairement les lieux pour réfléchir. Pierre-Marc Johnson. On sort, à un moment donné, après un des grands débats, on sort de la salle, je suis à côté de M. l'évêque, puis il me dit, ça vous tenterait pas qu'on parte un parti ensemble? Comme ça. Mais en me regardant droit dans les yeux. J'étais, moi, je veux dire, abasourdi par ce commentaire-là. Je voyais là plus l'expression de son agacement. Son discours de clôture est sans équivoque. J'ai pensé spontanément à me départir sans tarder de ce rôle de porte-parole et donc de démissionner illico de la présidence du parti. Je me suis dit qu'il y en a que ça soulagerait, j'en suis sûr. Le seul commentaire que je me permettrai, en me mettant dans ma propre peau d'électeur, c'est que j'aurais quelque hésitation à voter pour moi-même dans une telle perspective. En février 82, le PQ tiendra un référendum interne, ce qu'on a surnommé le renérandum, pour défaire les résolutions du Congrès de décembre. L'évêque obtiendra l'appui de 94 % des membres. Après le Congrès de 81, les relations entre René Lévesque et le parti sont au plus bas. Mais le fondateur du PQ entretient, depuis les tout débuts, une relation d'amour-haine avec son parti. Claude Morin, Martine Tremblay et Louis Bernard. J'ai été témoin de je ne sais pas combien de scènes où l'évêque était furieux contre le Parti québécois. Je pense qu'il détestait le Parti québécois, par moments. Des gens dont il détestait la façon de raisonner, la vision des choses, l'irréalisme fondamental, le romantisme déplacé. Il disait, il faut du rêve pour faire quelque chose, pour réaliser quelque chose. Mais on ne réalise pas quelque chose en rêvant. J'ai jamais été ce qu'on peut appeler un homme de parti. Moi, j'appartiens beaucoup plus, si on peut dire les choses comme ça, à un certain nombre de personnes que j'ai retrouvées dans le parti, qui, dans certains cas, ont été avec nous pendant 15 ans. Et c'est plutôt ce genre de lien que je maintiens, ou que j'essaie de maintenir, avec des gens bien identifiés, qui ont un visage que je connais depuis longtemps, qu'avec cet ensemble qui devient facilement en dessous du quotient intellectuel réel de ceux qui en font partie. Supposons une journée de ce qu'on appelle chez nous conseil national ou de congrès, là, qui peut aller jusqu'à des trucs délirants. Tu as vraiment l'impression de voir quelque chose qui n'est plus les gens qu'on apprécie. Alors moi, j'aime mieux penser que les gens avec qui j'ai travaillé, les gens avec qui j'ai été proche, et pour lesquels je garde toute mon estime, là, surtout ceux et celles qui se reconnaîtront et qui ont travaillé d'arrache-pied jusqu'à la dernière minute, ça, oui, ça compte. C'est un parti qui se méfie de ses chefs. Et pourtant, ce sont des chefs forts, généralement, qu'il y a eu dans ce parti-là. Alors, on s'est méfié de René Lévesque. Moi, je l'ai vu dans des fins de conseil national être obligé d'aller faire des professions de foi au micro pour dire « je suis aussi souverainiste que vous ». On s'est méfié de Pierre-Marc Johnson, bon, peut-être pas de Jacques Parizeau, parce qu'on n'a pas eu le temps, peut-être. On s'est méfié de Lucien Bouchard, et puis peut-être qu'on va se méfier d'un autre. Évidemment, avec les statuts du parti, avec le pouvoir qu'on donne aux instances du parti d'exprimer ce genre de choses-là,
il faut bien comprendre que c'est extrêmement difficile pour un chef de parti de vivre cette tension-là tout le temps et de vivre sous cette méfiance-là tout le temps. Moi, je crois personnellement que M. Lévesque, il était très fier du Parti québécois. Je l'ai entendu parler très souvent, privément et publiquement aussi, mais privément également, sur la mobilisation que ces structures-là permettaient, une véritable démocratie, une pénétration de l'information politique, etc. Il était très fier de ce que le Parti québécois a fait. Maintenant, comme chef, il vivait évidemment certaines frustrations qui naissent de ces structures-là. Quand vous êtes chef, vous aimez bien ça mener. Si les gens disent, ben nous, on n'est pas d'accord, puis on veut faire ça autrement, etc., bon, ben vous êtes obligé de faire des compromis, d'écouter, etc. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, M. Lévesque a eu des frustrations vis-à-vis une certaine, je dirais pas lourdeur démocratique, mais une certaine présence démocratique forte qui permet aux gens de s'exprimer. Et puis, ça n'empêche pas les dirigeants de diriger le parti, mais c'est avec une façon qui demande plus d'ouverture, puis de plus de tolérance. La force et le charisme du chef ont souvent permis de minimiser les différences entre les deux tendances qui coexistent au PQ depuis sa fondation. La cohabitation péquiste, vue par Pierre-Marc Johnson et Pierre de Bellefeuille. M. Lévesque était un peu la synthèse de, je dirais pas de courants contradictoires, mais de courants qui menaient à deux endroits différents et de courants qui étaient alimentés de deux sources différentes. Un premier courant, fortement majoritaire, c'est un courant qui s'intéresse à la survie, au développement du Québec et que le fait de l'appartenance au Canada n'empêche pas de dormir. Je peux le dire simplement. Lévesque a déjà utilisé cette expression lui aussi. Ça ne m'empêche pas de dormir qu'on soit dans le fédéralisme canadien. Je le dis, oui, j'aimerais changer les choses. Le deuxième courant, c'est un courant, je dirais, à la limite, plus cohérent, moins incertain, moins anxieux quant à lui-même. Le courant indépendantiste, radical, pour qui la notion même d'avoir un trait d'union entre souveraineté et association les empêchait de dormir. Et c'est pas un courant qui était cependant alimenté par une préoccupation constante, démocratique, qui était celle qu'incarnait René Lévesque. Et ça, moi, je suis convaincu que le vrai clivage au Parti québécois, c'est ça. C'est pas la gauche, la droite, c'est pas les gens de provenance syndicale ou de provenance de milieux d'entreprise ou les agriculteurs ou les étudiants. À l'intérieur de chacun de ces groupements-là, il y a vraiment ces deux courants. On exagère l'influence de ceux et celles que les journalistes appellent les purs et durs. En général, ils perdent à peu près tous leurs combats parce qu'ils sont moins nombreux que ceux qu'on pourrait appeler les mous et confus. Et chez les mous et confus, je pense qu'il y a beaucoup de crypto-fédéralistes. Des gens qui considèrent l'option comme une police d'assurance, ce sont des crypto-fédéralistes. Et Lévesque a eu des moments où il parlait comme ça. C'était pas le fond de son cœur, ça, mais il employait souvent cette image-là. Alors donc, il y a des crypto-fédéralistes qui veulent utiliser l'idée de l'indépendance comme un moyen d'influencer le Canada pour obtenir des concessions à l'intérieur du fédéralisme. Comme vous voyez, moi, je suis de ceux qu'on appelle purs et durs. Je pense que la ligne de partage, plus exactement qu'avec les mots de pur et dur et de mou et confus, la ligne de partage se fait selon le degré de détermination. Les purs et durs sont ceux qui sont déterminés et moi, je pense que sans détermination, on n'y arrivera pas. Le 23 février 82, Claude Charron démissionne de son poste de ministre après avoir été accusé de vol à l'étalage. Le 22 février 82, j'ai appris que, contrairement à ce qu'on m'avait annoncé, on m'a promis, c'est un bien grand mot, Eaton avait décidé, la maison mère à Toronto, elle avait décidé de me poursuivre pour un vol à l'étalage qui avait été commis le 30 janvier, donc 20 quelques jours auparavant. C'est comme si la maison s'écroulait, évidemment. J'ai pensé à Louis Bernard, qui lui a prévenu M. Lévesque, qui ce soir-là était au restaurant. Moi, j'ai fait route pour Québec ce soir-là, c'était un lundi soir, en me promettant de le voir à 9 h le lendemain matin. Bon, j'ai pleuré toute la nuit, alors je suis arrivé en état de
délabrement total, j'ai l'impression, à 9 heures. J'ai dit, je m'en viens vous remettre ma démission. Puis il dit, je comprends pas. Mais j'ai dit, je vous l'ai annoncé l'autre jour, je vous l'ai dit que j'étais tanné d'être ici, que j'étais malheureux et que vous m'avez dit de prendre des vacances. J'ai compris que vous ne compreniez pas. Et donc, là, je les prends des grandes vacances. Qui dit, bon, je suis obligé de l'accepter parce qu'il dit, le monde ne comprendra pas. Mais il dit, vous savez, hein, il dit, le monde ne sera pas méchant sur vous. Moi, j'étais certain que les gens allaient me lancer des pierres. Et son sens du public québécois était plus fort que le mien parce qu'effectivement, ce que j'ai senti dans les heures qui ont suivi, c'est une immense tendresse. La première personne que j'ai rencontrée, alors que la rumeur se répandait et que j'allais au caucus pour démissionner devant mes collègues, j'ai croisé mon vis-à-vis Gérard Delévesque, qui avait une grande estime pour moi, aussi grande que celle que moi je pouvais avoir pour lui, et qui m'a pris dans ses bras puis qui m'a dit « Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. » Et là, j'ai vu tout de suite que si lui me disait ça, l'évêque avait raison. Mais j'ai dit, oui, Gérard, c'est vrai, je te le dis. Et j'ai pas été capable de finir la lecture de ma lettre de démission. C'est Guy Chevrette qui en a fini la lecture pour tout le monde. J'ai senti que je venais de faire mal à mon équipe énormément. La crise économique de 82 crée un trou de 700 millions dans le budget du gouvernement québécois. Entre le 26 mai 82 et le 15 février 83, le gouvernement Lévesque adopte successivement les lois 70, 105 et 111 qui braquent les syndicats de la fonction publique et plongent le Québec dans une crise sociale majeure. Dès 7h30, les manifestants ont commencé à arriver. Des fonctionnaires, des professionnels et des enseignants, dont un groupe venu de Montréal. En tout, 5 à 600 personnes. Un groupe de fonctionnaires exhibait symboliquement au-dessus de la tête d'un facsimilé du premier ministre le cercueil des lois spéciales. Dehors, à mesure que les participants arrivaient, la tension montait. Le 5 mars 83, au Conseil national du PQ, à l'hôtel Concorde à Québec. Pendant ce temps, devant les entrées de garage, d'autres syndiqués attendaient l'arrivée des ministres. C'est là que les choses se sont gâtées. Les limousines ont été frappées à coups de pied et de pancartes. Celle du premier ministre, arrivée rapidement, a quand même pu passer sans trop de difficultés. Avant d'adopter ces lois, René Lévesque était convaincu qu'il réussirait à amener les leaders des centrales syndicales à accepter un gel des salaires. Martine Tremblay était à l'époque sa directrice adjointe de cabinet. Lévesque est quelqu'un qui voulait convaincre. Je pense qu'il s'était persuadé qu'il allait convaincre les syndiqués, qu'il allait les convaincre qu'il fallait absolument faire quelque chose et que c'était nécessaire. Il a été extrêmement déçu d'être obligé de légiférer. C'est une défaite personnelle pour lui de ne pas avoir réussi à aller contre le sacrifice, dans le fond, qui a dû leur imposer. Le sacrifice, dans le fond, qui a dû leur imposer par la suite. Et donc, comme il a vécu ça comme une défaite personnelle de ne pas avoir pu les convaincre, il a vécu encore plus difficilement ce qu'ils lui ont fait subir. Ensuite, bon, de se voir pendre en effigie, puis brûler en effigie. Et puis le boucher de New Carlisle, c'était vraiment, pour lui, à cause de ce que ça évoquait aussi, une chose qu'il aurait sentie comme une très grande injustice sur le plan personnel. Un bras de fer se joue au Conseil des ministres quant au contenu du projet de loi 70. L'évêque devra trancher entre l'ouverture des conventions collectives avec gel immédiat des salaires et la récupération salariale plus tard. Louis Bernard, Pierre-Marc Johnson et Bernard Landry. On pouvait intervenir d'autorité en annulant les derniers 6 mois, qui était la solution qui était préférée par tout le monde, y compris M. Lévesque. Et la solution de finalement ce qui est devenu la piscine, qui était de respecter les derniers 6 mois, mais dès la fin, de récupérer ce qu'on considérait être excessif à ce moment-là, qui était finalement la position de M. Parizeau. M. Parizeau, qui avait signé cette convention collective-là, ne pouvait pas se résoudre à... Il disait que c'était comme renier sa signature et en faisait une question un peu d'honneur. Je me rappelle d'avoir argumenté avec lui que non, que l'État n'était pas un employeur comme les autres, mais qu'il avait des responsabilités comme État, en plus des responsabilités comme employeur, que c'était légitime de faire ça dans des cas exceptionnels, etc. Mais je n'ai pas réussi à le convaincre. De sorte qu'on s'est embarqué dans la question de la récupération, là, ce qu'on a appelé la piscine, qui était une affaire pénible, finalement. La solution de M. Parizeau, qui était la piscine, permettait de rétablir et de rabaisser, dans le fond, toutes les moyennes, et ça durait pendant 10 ans.
ce qui est un fait, alors que le gel qui était proposé par les plus jeunes ministres, c'était une approche qui n'aurait pas rétabli ces échelles par rapport au salaire industriel moyen ou au salaire comparable, etc. Et M. Lévesque a senti, quand il a vu la dérive, comment ça avait emporté le militantisme dans le parti. 50% des effectifs du Conseil national, c'était des gens qui venaient du monde syndical. Fini. Alors que le gel aurait été dur. Mais quand on le regarde avec recul, je suis convaincu, si on avait dit, il y a 2 ans sur 3 d'expirer dans la convention collective, on y met fin et on gèle. Et l'alternative, c'est vous allez l'avoir, puis on va vous enlever 30% après. Il me semble que c'était évident. Celui qui nous a convaincus, c'est un homme extrêmement brillant, un intellectuel pointu qui s'appelait Yves Bérubé, qui nous a démontré par A plus B que si on ne faisait pas ce qu'on a fini par faire, on s'en allait vers des déficits plus grands pratiquement que le dernier déficit des libéraux à 6 milliards. Les dépenses croissaient de façon exponentielle et c'était encore la mentalité qu'on pouvait dépenser sans arrêt et comme on le faisait depuis la Révolution tranquille. Alors nous avons mis le coup d'arrêt, précisément. C'était très dur. Il y a eu des pleurs et des grincements de dents. On a donné de l'argent parce qu'on voulait être fidèle aux conventions collectives, qu'on allait chercher après pour des raisons d'équilibre économique. Mais j'ai jamais eu honte, moi, de ces années-là. Si c'était à refaire, je le referais. Le 11 décembre 82, le gouvernement Lévesque adopte la loi 105 qui impose 109 conventions collectives. Tous les députés péquistes votent pour cette loi, sauf Pierre de Bellefeuille, qui s'abstient, et Louise Arel, qui vote contre en première et deuxième lecture. Elle est convoquée en pleine nuit au bureau du premier ministre. C'était dans la nuit où nous avions à voter une loi spéciale. J'avais déjà voté contre une première fois. Là, si je votais contre, je savais que ce qui m'attendait, c'était d'avoir acquitté le caucus, là, de siéger comme indépendante. Il m'avait fait venir dans son bureau derrière l'Assemblée nationale. Il devait être 3 heures du matin, je pense. Et puis, j'ai eu avec lui une des conversations qui, pour moi, reste parmi les plus intéressantes que j'ai eues, disons, dans ma vie politique, qui n'était pas agressif du tout. Puis, on avait parlé de démocratie, de ce que c'était du parti. Lui avait sa conception, parce qu'il me disait tout le temps, fondez-le votre parti. Et c'est ça, dans le fond, qu'il m'expliquait, là. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Mais à ce moment-là, il faut tirer les conclusions. Et si on n'est pas d'accord avec un parti, on en crée un autre, en fait. Martine Tremblay. J'ai toujours gardé l'impression que la rupture avec ses alliés traditionnels syndicaux là, du Front commun, le Boucher, New Carlisle, j'ai toujours eu le sentiment que c'est la goutte qui avait fait déborder le vase. Autrement dit, que ça l'avait heurté plus profondément que les autres difficultés qu'il a eues à ce moment-là. Bon, je peux me tromper, mais bon, il y avait déjà une fatigue à ce moment-là, certainement, causée par tous les autres problèmes. Ça, encore une fois, ça a été une année difficile. Le ministre Pierre Marois, un proche de René Lévesque depuis plus de 15 ans, se sent de plus en plus mal à l'aise dans le gouvernement. Le 23 juin 83, pendant ses vacances, il sollicite un entretien avec le premier ministre. J'étais au chalet chez moi, puis je tournais en rond probablement comme faut pas le dire, mer Nord dans le poulailler. Ma blonde m'a dit, écoute Pierre, ça suffit, là. On peut pas passer les vacances comme ça. Fais quelque chose. Va le voir, puis parle-lui, raconte-lui, dis-lui ce que tu as vu, ce que tu vois d'un comté, etc. Je l'ai appelé, effectivement. J'ai fait le tour de tout ce que je voyais, ce que je sentais, ce que je percevais, ce que je pouvais lui prouver de ce qui était en train de se passer. Et je me souviens de lui avoir dit à la fin, Monsieur Lévesque, il faut que les choses changent. Hein? Vos meilleurs alliés vont partir. Et je me souviens très bien qu'il m'a dit, voyons Pierre, pensez-y, un ministre, ça démissionne pas. J'ai dit, moi, je vous dis qu'il va y avoir tant de ministres, là, le chiffre exact. J'avais une liste dans mes poches. J'ai dit, il va en avoir tant qui vont partir. Il m'a dit, vous avez les noms? J'ai dit, oui. Il m'a dit, vous allez me donner un nom? J'ai dit, jamais. Je ne donnerai pas un nom. Échange, là. Oui, donnez-moi-les. Non, je ne donnerai pas, etc. Ça a fini par, écoutez, je vais vous donner, M. Lévesque, le premier nom sur la liste. Le premier nom sur la liste, c'est le mien. Plus ma réflexion avance, si ça ne change pas, et si on ne met pas en marche,
une hypothèse de plan, là, j'en soumets un. On pourrait travailler ça avec Carpentier et d'autres gens qui vous sont très, très fidèles, loyaux, puis vous l'apprécierez, le plan, après. Mais si je sens que ça ne peut pas se faire, je vais en venir à la conclusion que je ne peux plus vous être utile. Le 24 novembre 1983, Pierre Marois remet sa démission, à la fois comme député et comme ministre. Concept, texte et entrevue, Jacques Bouchard. Recherchiste et adjointe à la réalisation, Micheline Richard. Narratrice, Céline Marie Bouchard. Technicien principal au montage et au mixage numérique, Sylvain Brunet. Montage numérique supplémentaire, Jean-Philippe Bolduc. Musique originale, Pierre Benoît. Recherche d'archives, Suzanne Gagnon. Archives, Radio-Canada, Archives nationales du Canada, Archives nationales du Québec, Office national du film, Télé-Québec et Denis Leblanc de l'Expo Musée de la radiodiffusion pour les archives de CKAC, CJMS et CKVL. Recherche musicale, Julie Morissette et Micheline Richard. Point de mire sur René Lévesque est une réalisation de Jacques Bouchard, une production de la première chaîne de Radio-Canada à Montréal. Point de mire sur René Lévesque, hors série. Avec quelques autres hauts fonctionnaires, Claude Morin a été au cœur de la Révolution tranquille. Il sera sous-ministre des premiers ministres Lesage, Johnson, Bertrand et Bourassa avant d'adhérer au PQ en 1972 et de devenir un ministre influent du gouvernement Lévesque en 1976. Il nous raconte les débuts de sa collaboration avec le premier ministre Lesage. J'étais professeur à l'Université Laval. J'avais fait des études à Laval et à l'Université Columbia. J'étais économiste et en même temps spécialisé dans les questions de sécurité sociale. C'est une question qui était assez d'actualité à l'époque. Tout à coup, il y a un de mes collègues qui avait été mon professeur, René Tremblay, qui est devenu ministre par la suite à Ottawa, qui m'a dit « Il faudrait préparer des notes sur le rôle de l'État dans l'économie pour Jean Lesage. » Il me les a demandé, j'ai pas le temps, parce que pourrais-tu préparer un schéma quelconque? Alors, c'était mon domaine. J'ai préparé quelques notes. Et par la suite, à la télévision, quelques jours après, j'écoute Lesage faire un discours et ce que j'avais dit, il le lit intégralement. J'étais ravi de ça. Et là, il m'a demandé, parce que, semble-t-il, je pouvais adapter mon style à l'élocution de Lesage. C'est non seulement, mais encore, tu sais, un peu style vieillot. Je l'avais écouté. En tout cas, il aimait ce que je disais, il aimait le contenu, la forme et tout. Donc, j'ai écrit 7 ou 8 discours. Et à un moment donné, en 61, au mois de mars ou avril, je reçois un téléphone à la maison de lui. M. Lesage, c'était la première fois qu'il me téléphonait. Je n'avais pas parlé encore de ma vie. Il dit « J'aimerais vous rencontrer chez moi, rue des Braves, dimanche prochain à 3 heures. » J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça, pour l'amour du bon Dieu? » Et là, il m'offre, comme ça, de devenir sous-ministre d'un ministère qui n'existait pas, qui s'appelait les Affaires fédérales provinciales. Moi, j'étais catastrophé. D'abord, j'étais complètement impressionné par un premier ministre. C'est la première fois de ma vie que j'en voyais un. Finalement, je refuse en disant que je suis à l'université, etc. Il dit, je comprends bien. Bon, d'accord. Mais il me dit, j'aimerais ça quand même continuer à rédiger des textes. Je dis, ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ai écrit pour M. Lesage 250 textes en 5 ans, parce qu'il parlait énormément à l'extérieur, 200 à 250, dont les discours du budget. Mais comment a-t-il été amené à prendre contact avec la GRC? Lesage reçoit un message de Pearson comme quoi il y a un Français qu'on soupçonne d'espionnage et qui connaît bien du monde au Québec puis qui rencontre des fonctionnaires. Et normalement, Lesage aurait dû confier ça à Claude Wagner, qui était ministre de la Justice. Mais il ne voulait pas le confier à Claude Wagner parce qu'il y avait des raisons de relation entre les deux. Et comme moi, j'étais proche de lui, il m'a dit « Vous allez recevoir la personne qui va nous raconter. » Ça, c'est en 1966. Quand j'étais sous-ministre, autant que quand j'étais ministre, j'ai toujours pensé qu'une chose importante était de savoir ce que pensait l'adversaire, ou enfin ceux qui pouvaient vous nuire, c'est-à-dire ou nuire au Québec. Et je me suis toujours, ces années-là, arrangé d'une façon ou d'une autre pour savoir ce que l'autre pensait. Et ça, je l'ai fait dans le temps que j'étais sous-ministre, à partir, je dirais, de 65 jusqu'à la fin.
Et je l'ai fait quand j'étais ministre, quand l'occasion s'en présentait. Et je l'ai raconté dans mes écrits. De la sorte, quand j'étais ministre, on a pu avoir accès à des dossiers ultra secrets fédéraux qui montraient leur façon de nous contrer sur le plan international, de la même manière que j'en ai eu sur leur stratégie fédérale provinciale en ce qui concerne le Québec. Et un de ces documents-là, qui est un document ultra secret, marqué secret d'ailleurs, concernait la stratégie d'Ottawa en matière constitutionnelle après le référendum. Et on analysait mes interventions et tout. Je lisais là-dedans ce qu'ils pensaient de la façon dont je procédais et ce qu'ils craignaient, et ça m'a aidé beaucoup à contrer leur action. On n'a pas réussi à la fin parce que les autres provinces ont laissé tomber, mais ça aurait pu réussir. Comment se déroulaient ces rencontres avec la GRC? Il me posait des questions sur toujours des actions internationales, jamais sur le PQ. C'est moi qui en parlais du PQ. Je faisais exprès pour fouiller, à la demande de Marc-André, une partie du temps d'ailleurs. Mais eux me parlaient un tel a rencontré dans tel pays, savez-vous pourquoi? Évidemment, je savais, c'était le ministre des Affaires intérieures, mais je leur disais n'importe quoi. Ils ne m'ont jamais posé, je dis ils parce qu'il n'y en a eu plus qu'un, jamais posé de questions sur la vie interne du PQ, seulement sur les relations internationales. Et c'était une règle que j'avais mise, puis je ne pensais pas jamais qu'elle suivrait comme ça. Et quand j'ai voulu, à un moment donné, les faire parler sur le PQ, c'est un des deux, je ne me souviens plus lequel, qui me disait « Non, écoutez, là, nous autres, on ne s'occupe pas des partis politiques, c'est légal, puis c'est pas ça, c'est l'infiltration étrangère qui nous inquiète, puis la naïveté de certaines personnes qui peuvent être des objets d'infiltration sans s'en rendre compte. » Non, et c'est moi qui en parlais, à tel point qu'à un moment donné, il me disait « Écoutez, c'est vous qui manquez à ce que vous avez exigé. » L'évêque, il m'en a jamais voulu de ça, lui. Je l'ai rencontré à la plage. Je l'ai vu chez Yves Michaud à un moment donné. Chez lui, c'est-à-dire avec Denis Vaugeois. Ce qui aurait été épouvantable, c'est que je fasse comme si rien n'était arrivé et que je m'en occupe pas. Là, il y aurait peut-être eu quelque chose. Il y aurait contre le PQ. Et je prétends que si je n'étais pas intervenu, et si, en somme, je n'avais pas été le paratonnerre, Dieu sait comment ça aurait tourné.